Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Dans l'est de la RDC, l'insécurité alimentaire menace toujours des milliers de personnes, déplacées pour la plupart. En cause, les offensives du M23 qui bloquent les principales routes commerciales et perturbent l'agriculture. Dans notre série de reportages rétrospectifs sur l'année 2022, nous nous penchons ce soir sur l'insécurité au Nigeria, alors que les regards sont désormais tournés vers la présidentielle du 25 février 2023. Nous parlerons économie dans ce journal avec la Tunisie où le gouvernement annonce de nouveaux impôts et un budget en hausse pour 2023. Nous évoquerons également avec notre invité les perspectives économiques de l'Afrique. Et tout de suite, le Nigeria, où l'année 2022 a été marquée par l'insécurité, qui reste une préoccupation majeure pour les autorités fédérales. Dans ce reportage, Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja, revient sur les événements qui ont marqué l'actualité durant l'année écoulée. De multiples menaces de sécurité ont persisté au cours de l'année 2022 au Nigeria, avec une augmentation globale de la violence dans tout le pays. La violence politique par les milices communales et ethniques ciblant les civils a constitué plus de 60% de leur activité. Lorsque vous identifiez un risque, ce que vous devez faire, c'est de chercher à l'atténuer. Mais j'ai une préoccupation au niveau de leur coordination. Dans certains cas, ils identifient des risques, mais ils ne prennent pas de dispositions pour gérer ces risques. La grève dans le secteur de l'éducation a aussi marqué les esprits au Nigeria en 2022. Le 14 février 2022, la puissante centrale syndicale des enseignants des universités publiques lance un mouvement de grève illimité, entraînant une suspension des activités académiques dans les universités fédérales et d'État à travers le pays pendant 9 mois. Le problème se situe à un seul niveau, le manque de financement des universités publiques. Et nous avons un gouvernement qui estime qu'il ne doit pas financer l'éducation publique. C'est cela le problème. La nouvelle loi électorale de 2022, adoptée et signée par le président, a introduit de nombreux changements qui auront un impact considérable sur le processus électoral au Nigeria. Cette loi devrait grandement contribuer à réduire la manipulation du processus électoral ou le trucage des élections au Nigeria, selon les experts. Si le résultat des élections qui viennent directement des bureaux de vote sont transmis électroniquement au serveur de la CENI, cela va diminuer la manipulation des élections. L'année 2022 qui se termine est considérée comme une année préparatoire pour les élections générales de 2023, avec notamment l'organisation des primaires des partis politiques pour la sélection des candidats. Il est urgent de sauver ce pays d'un effondrement imminent. Vous pouvez considérer cela de n'importe quelle perspective que vous voulez le faire. Le pays est presque à genoux. Un pays qui ne peut pas protéger et nourrir ses populations est un État failli. Le Nigeria a connu de fortes pluies et des inondations dévastatrices qui ont causé des pertes de vies humaines, des déplacements massifs de populations et des destructions massives de maisons, de fermes et d'infrastructures. Depuis juillet, plus de 3 millions de personnes ont été touchées dans 34 États par les pires inondations que le pays ait connues depuis plus d'une décennie. Au moins 603 personnes sont mortes et plus de 2400 ont été blessées. Selon l'Agence nationale de la gestion des catastrophes naturelles NEMA, plus d'1,4 million de personnes ont été déplacées en raison des inondations. Nous demandons au gouvernement des États et au fédéral ainsi que les autres organisations humanitaires de venir à notre secours pour éviter une crise. En plus, pour que ces gens ne perdent pas espoir.
En novembre, le taux d'inflation du Nigeria a atteint 21,47%, son plus haut niveau en 17 ans. Et le nombre de personnes vivant dans la pauvreté est passé à 133 millions, soit 63% de la population, selon le Bureau national des statistiques. Les regards des Nigériens sont désormais tournés vers la présidentielle du 25 février prochain pour l'élection des remplaçants l'actuel président Muhammadu Buhari qui termine ses 2 mandats à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique le 29 mai 2023. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja. Congo, depuis que des combattants rebelles se sont emparés de ces champs. Elle a été obligée de fuir. Valérie Kaindo fait partie des 450 000 personnes déplacées suite à l'offensive menée cette année par le groupe rebelle M23. La situation sécuritaire a affecté l'approvisionnement en nourriture dans la région, bloqué les principales routes commerciales et perturbé l'agriculture, qui est le pilier de l'économie locale. Les détails avec Dili Diko. Trier les grains de maïs est la seule chose qui reste à faire pour les agriculteurs comme Valérie Kaindo, qui ne peuvent plus travailler à Goma, dans l'est du Congo, depuis que des combattants rebelles se sont emparés de ces champs. Elle a été obligée de fuir sans ses 8 enfants. En ce moment, je n'ai rien à faire. Au village, le M23 a installé son camp dans mon champ. C'est dans mon champ de maïs qu'ils sont basés. Ils ont détruit mon champ. Ils ont pris toute la récolte, je n'ai plus rien maintenant et c'est là que j'avais l'habitude de m'approvisionner en maïs. Je passe mon temps ici maintenant. J'espère que Dieu et le président de la République feront rouvrir la route et que les rebelles quitteront mon champ. Je vais retourner immédiatement à la culture du maïs pour continuer à approvisionner cette usine. Depuis que les combats ont repris dans l'est du Congo en octobre, les prix des denrées de première nécessité, tels que le maïs, les haricots et le charbon de bois, ont presque doublé. La minoterie de maïs Boueteta, où travaille Valérie Kaindo, a dû réduire sa production de 90%. Kevin Paluku, le gérant de l'usine de transformation de grains, a déclaré que sa minoterie peut acheter du maïs au Rwanda, mais le prix est 3 fois plus élevé et les procédures douanières entraînent de nombreux retards. Nous avons arrêté les machines parce qu'il y a un problème d'approvisionnement de la matière première. Comme vous avez vu, il n'y a pas le fonctionnement comme d'habitude. Nous avons juste une petite quantité et bientôt ça va s'épuiser. Alors on a arrêté les machines parce que pour ne pas gaspiller les courants vu que la matière première n'est pas là. En attendant que la matière première arrive, on trouve bon d'arrêter le travail. Les retombées des problèmes de la chaîne d'approvisionnement se font sentir dans toute la ville de Goma, où les ménages dépendent de la farine de maïs pour préparer le plat local, l'ugali. Les habitants se plaignent du coût de la farine et disent qu'ils vont mourir de faim. Également dans l'actualité ce soir, Ethiopian Airlines va reprendre mercredi ses vols commerciaux vers le Tigré après une interruption de 18 mois due au conflit dans cette région du nord de l'Éthiopie. L'annonce de la compagnie intervient au lendemain de la visite d'une délégation du gouvernement éthiopien à Mekele, capitale du Tigré, pour une première visite officielle depuis plus de 2 ans. C'est une étape majeure dans le processus de paix lancé en novembre. La plus grande compagnie aérienne d'Afrique a indiqué avoir prévu des vols quotidiens vers le Tigré et promet d'augmenter la fréquence selon la demande. Nouvelle action judiciaire en Angola contre Isabel dos Santos. La chambre criminelle de la Cour suprême a ordonné la saisie de ses comptes bancaires et de ses parts dans plusieurs compagnies qu'elle contrôle. Le tout pour une valeur d'1 milliard de dollars. L'arrêt de la Cour suprême angolaise date du 19 décembre, mais vient d'être rendu public. Plusieurs des compagnies visées sont basées à l'étranger, y compris au Mozambique, au Cap-Vert ainsi qu'à Sao Tomé et Principe. Invoquant l'article 31 de la Convention de l'ONU contre la corruption, le ministère public a requis le gel d'actions dans plusieurs sociétés, notamment des télécommunications. On ignore pour l'heure comment les autorités angolaises comptent s'y prendre pour obtenir le gel des parts des compagnies basées à l'étranger.
Et on passe en Tunisie, où le gouvernement annonce un budget en hausse en 2023 et de nouveaux impôts. Le pays est en proie à une profonde crise financière qui s'est traduite ces derniers mois par des pénuries récurrentes de certains produits de base dans un contexte d'inflation galopante en 2023. Plus de détails avec Gabi Dorsil. S'annonce très difficile pour la Tunisie, selon le ministre de l'économie Samir Sayed, avec notamment une inflation attendue de 10,5%. La loi de finances 2023 prévoit un budget total de près de 70 milliards de dinars, soit 21 milliards d'euros en Tunisie, avec une prévision de baisse du déficit budgétaire à 5,2% du PIB. Les besoins de financement pour combler le déficit budgétaire s'élèvent à près de 23 milliards et demi de dinars, 7 milliards et demi d'euros pour 2023. Sur cette base et compte tenu du remboursement du principal, des prêts et avances, le montant du budget pour l'année 2023 sera de 69,914 milliards de dinars contre 60,820 milliards de dinars pour la loi de finances rectificative pour l'année 2022. Les dépenses de l'État prévues en 2023 devraient atteindre les 53,9 milliards de dinars, soit 16 milliards d'euros, et les recettes, 46,4 milliards de dinars, près de 14 milliards d'euros, a précisé la ministre des Finances, Siem Boukdiri. Pour augmenter ses recettes fiscales, le gouvernement a notamment mis en place un nouvel impôt sur la fortune de 0,5% sur les biens immobiliers dont la valeur nette dépasse les 3 millions de dinars. L'acheteur qui paie dans le cadre d'opérations commerciales ou professionnelles une somme qui dépasse 5 000 dinars est sanctionné par une amende financière égale à 20% du montant payé cash, un montant, bien entendu, qui excède les 5 000 dinars. Pour parvenir à l'équilibre budgétaire, l'État devrait recourir à des emprunts extérieurs de plus de 4 milliards d'euros et à des prêts de l'ordre de 3 milliards d'euros sur le marché local. Quant à l'inflation, elle reste malheureusement en hausse. Le taux attendu pour l'année 2022 est de 8,3% et le taux attendu pour l'année 2023 est de 10,5%. L'État va imposer également une augmentation de la TVA de 13% à 19% pour certaines professions libérales telles que les avocats, les huissiers et les traducteurs. Le gouvernement travaille sur la conclusion d'un accord avec le Fonds monétaire international pour obtenir un prêt de quelque 1,9 milliard de dollars négocié depuis plusieurs mois. 113 personnes ont été secourues à mer Méditerranée la nuit dernière par l'Ocean Viking. Il s'agit de la première opération de ce navire humanitaire depuis son accostage en France en novembre dernier, au terme d'un bras de fer diplomatique entre Paris et Rome. Parmi les personnes secourues figurent 23 femmes, dont certaines sont enceintes, une trentaine de mineurs non accompagnés et 3 bébés dont le plus jeune n'a que 3 semaines, a indiqué SOS Méditerranée. Les migrants se trouvaient sur une embarcation pneumatique noire surchargée dans l'obscurité totale, toujours selon l'ONG. Ils ont été pris en charge à bord du navire par des membres de l'organisation ainsi que de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le froid extrême qui s'est abattu depuis plusieurs jours sur les États-Unis a commencé à s'atténuer mardi sur l'Est et le Midwest. Le pays tente d'émerger de ce qui est surnommé le blizzard du siècle, qui a fait au moins donc 49 morts. Il est trop tôt pour dire que c'est terminé, a mis en garde la gouverneure de l'État de New York. C'est clairement le blizzard du siècle, a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse depuis la ville de Buffalo où elle est née. Les températures devraient s'atténuer selon le service météo américain qui met en garde contre des conditions de circulation localement dangereuses. Depuis mercredi soir, les États-Unis sont frappés par une tempête hivernale d'une rare intensité avec des vents glacés qui ont provoqué d'importantes chutes de neige et de nombreux dégâts.
Direction Los Angeles, où prendre la voie aérienne pourrait être une solution pour éviter les embouteillages monstres sur les autoroutes. Une correspondance de Jenny Adulo depuis Los Angeles, justement, sur des projets pour faire voler des taxis aériens avant les Jeux olympiques de 2028. Le récit avec Idriss Fall. La traversée du désert est un essai pour une version grandeur nature d'un système de propulsion que la société Over Air de Californie du Sud prévoit d'utiliser pour des taxis volants électriques. Les ingénieurs de l'entreprise travaillent sur un eVTOL, c'est-à-dire un véhicule électrique à décollage et atterrissage verticaux doté de rotors de 6 mètres et des derniers développements en matière de moteurs électriques et de batteries pour aider à transporter les passagers au-dessus des routes bondées. Cet avion, avec son rayon d'action de 222 km ou un peu plus, peut essentiellement desservir la grande région de Los Angeles. Il peut transporter des bagages et 5 passagers. Nous pensons que ce sera formidable pour les familles qui essaient d'attraper un vol long courrier. Cela va vraiment changer la façon dont les gens se déplacent en zone urbaine. Les responsables de la ville soulignent que cette promesse de mobilité aérienne vient avec de nombreuses questions non encore résolues sur l'infrastructure pour ces futurs taxis volants et la surveillance par la FAA, l'administration fédérale de l'aviation. De toute évidence, la FAA va avoir un rôle énorme à jouer et c'est elle qui réfléchit et envisage de fournir des autorisations pour ce processus dès 2025. Et puis au niveau local, nous avons vraiment des pouvoirs d'utilisation des endroits où les gens peuvent décoller et atterrir. Et je pense que l'autre valeur ajoutée que les villes apportent est cette perspective très locale sur la façon dont cela va avoir un impact sur les gens. Mais certains habitants de Los Angeles sont sceptiques. Pensez à tous ces points d'atterrissage. Cela ressemble à un chaos qui va se produire. Vous aurez besoin de zones entières d'où les gens partent et atterrissent. Vous ne pourrez pas atterrir n'importe où. On a l'impression que l'on va s'écraser tout le temps. L'entreprise allemande Volocopter a été la première à soulever une personne dans les airs en 2011 en utilisant uniquement l'énergie électrique. Aujourd'hui, Volocity de la firme est une aviation électrique biplacée dotée de 18 rotors. Lorsque nous avons volé à Singapour, dans le centre-ville, j'espérais que beaucoup de gens, beaucoup de touristes applaudiraient et regarderaient le volocoptère. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas entendu. Donc c'était mauvais pour le marketing, mais bon, pour les autorités, ils l'ont aimé. Donc il est très silencieux et vous ne le verrez pas. Ce serait même un petit point dans le ciel. Volocopter a fait voler son Volocity au-dessus de Paris en novembre avec des plans pour de courts vols commerciaux d'ici les Jeux olympiques de Paris en 2024. Les autorités de Los Angeles s'efforcent de mettre en place des taxis aériens d'ici aux Jeux olympiques de 2028. En tout cas, bon voyage à ceux qui prendront ces taxis aériens. Vous suivez Le Monde aujourd'hui. Tout de suite, après la pause, nous parlerons des perspectives économiques de l'Afrique. Ce sera avec notre invité, Raphaël Djiné. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. Et vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VO Afrique. Abdelmalek Ghanem, professeur et universitaire tunisien en sciences de la communication, a abandonné son poste d'enseignant pour réaliser son rêve de lancer un projet transformant les déchets du sol en briques de construction écologique. Davantage avec Ginny Niwa. Depuis 2010, Ghanem utilise des amas de déchets accumulés des mines fermées de la région pour les transformer en briques.
Ce sol provient des vestiges d'une mine de métaux fermée depuis plus de 20 ans et il peut être transformé en briques à partir de sols comprimés. Ce processus de construction permet d'économiser jusqu'à 50% des coûts et d'accélérer la construction. Une fois que les moules sont prêts pour la construction, ils peuvent être fixés au mur comme celui-ci et sans utiliser de ciment. Ils peuvent également être fixés sans utiliser d'autres matériaux tels que des colonnes en béton, ce qui permet d'économiser jusqu'à 50% des coûts, d'accélérer la construction et de retenir la chaleur, qui sont les principaux avantages de la construction avec le sol. Ces matériaux écologiques qui produisent zéro déchet retiennent également la chaleur, comme dans des écomaisons construites uniquement avec des briques. La production de briques à partir de terre comprimée est en fait une solution à plusieurs problèmes. Le problème énergétique, considérant que nous pouvons réduire considérablement les coûts énergétiques, nous pouvons créer des emplois, réduire les émissions de gaz, car ce projet ne produit pas du tout de déchets, mais valorise les déchets sous forme de briques qui peuvent être utilisés pour résoudre des problèmes de logement. Et aujourd'hui, le monde connaît de nombreux problèmes liés à l'énergie et aux déchets et à la manière dont ils pourraient être gérés. Selon Ganem, ses ventes ont augmenté de 25% chaque année depuis l'ouverture de son entreprise. Parlant justement d'économie et de ses perspectives en Afrique, accueillons tout de suite l'entrepreneur Raphaël Djiné. Il nous rejoint via Skype de Dallas, dans le sud-ouest des États-Unis. Raphaël Djiné, bonsoir. Bonsoir, John. Alors, en tant qu'entrepreneur, quelle est l'analyse que vous faites, vous, de la situation économique de l'Afrique aujourd'hui? Je pense que l'Afrique est en train de très bien se positionner aujourd'hui pour agir dans le marché mondial grâce à la mondialisation. Le monde est devenu un petit village et je pense que c'est un avantage, un très grand avantage pour l'Afrique. Et comment encourager les Africains, notamment ceux de la diaspora comme vous, à investir sur le continent africain? Écoutez, John, l'Afrique a plus de problèmes que tous les autres continents. L'Afrique a la matière première. On ne fabrique rien en Afrique. Il faut penser aux problèmes que l'Afrique a aujourd'hui. Chaque personne, du début, du matin jusqu'au soir, vit en cherchant une solution à ces problèmes. Donc, je pense que les entrepreneurs qui sont à la diaspora, ceux-là qui ont acquis beaucoup d'expertise, doivent rentrer et mettre en valeur leur expérience pour servir ce continent. Mais ce qu'on reproche très souvent aux pays africains dans le domaine des affaires, en général, ce sont les lenteurs administratives et surtout la corruption. Que faire pour améliorer et donc rendre l'Afrique plus attractive? Je pense que la corruption, ça fait partie de certains challenges. S'il faut investir aux États-Unis, comme ce qui est en train de se passer à New York en ce moment, il y a le problème de la neige. Donc, chaque entrepreneur doit être cette personne qui peut faire face aux problèmes que le terrain présente. Donc, je ne pense pas que la corruption peut être un blocage pour l'entrepreneur. Mais aussi, l'entrepreneur peut venir développer une solution par manifester l'exemple de travailler dans la droiture et puis ne pas pratiquer la corruption. Donc, je pense qu'on peut résoudre le problème, pas étant à distance, mais en s'imprégnant et faire quelque chose de mieux et manifester ce qu'on espère des autres. Alors, vous êtes d'origine camerounaise et vous vous êtes lancé dans plusieurs activités ici aux États-Unis, employant des centaines de personnes dans vos différentes entreprises. Quel est en un mot le conseil que vous pouvez donner aux Africains qui veulent faire des affaires aux États-Unis en quelques secondes? John, je pense qu'il faut penser solution. Ici aux États-Unis, il y a tellement de problèmes à résoudre aussi. Il faut penser solution et puis ne pas se focaliser juste à son expérience. Voilà. Il faut aussi chercher quelqu'un qui peut nous aider à manifester ce qu'on veut manifester. L'être humain, comme je l'ai dit, dès le matin, on veut... D'accord.
D'accord, désolé Raphaël Djiné, merci pour votre disponibilité. Nous vous retrouverons certainement la prochaine fois. Merci John. Dagmaï Deodros, un jeune Éthiopien passionné de football, a regardé autant de matchs qu'il pouvait à la Coupe du Monde au Qatar en espérant qu'un jour ce sera lui qui occupera le devant de la scène. Mais il n'y a pas que le football qui passionne le jeune adolescent. Il milite pour la justice sociale et les œuvres de charité. Découverte avec Jean-Roger Billon. Afin de récolter des fonds pour de bonnes causes et de mieux faire connaître le football dans son pays, le jeune homme de 12 ans a réalisé 974 jonglades devant le stade 974 de Doha, un événement que sa famille a diffusé en direct sur les médias sociaux. En Éthiopie, il n'y a aucune installation pour le football. Même les adultes de la vraie première ligue jouent dans la poussière. Il n'y a donc aucune installation en Éthiopie. Même le terrain pour les enfants en Europe qui peuvent s'entraîner dessus, il est meilleur que le vrai stade éthiopien. Dagmaoui espère aider 10 organisations caritatives, notamment celles qui traitent les enfants atteints de cancer et de maladies cardiaques. De retour en Éthiopie, il publie des vidéos virales de ses talents de footballeur sur Instagram et TikTok et s'élève contre le racisme et la guerre. Son rêve ultime est de remporter la Ligue des Champions avec Liverpool, bien qu'il soit également impatient de s'entraîner avec l'équipe néerlandaise de l'Ajax. Quand je joue au football, je me sens heureux car cela me rend libre. Je le fais quand je suis stressé et déprimé. Vous savez, le football vous rend heureux et c'est pourquoi beaucoup de gens aiment jouer au football et les fans deviennent fous. Dagmaoui Deodros a été invité à la Coupe du Monde par la FIFA au Qatar pour toute la durée du tournoi, essayant de voir autant que possible son héros Ronaldo. Son défi de jonglade Kipiap a duré environ 10 minutes et il n'a jamais semblé en danger de dérapage, peut-être parce qu'il en a fait plus de 3000 auparavant, ne s'arrêtant que parce que son père Teddy en avait assez de compter. Teddy, qui joue un rôle important dans la vie de Dagmaoui et qui l'a accompagné au Qatar, affirme que son fils a toujours été un footballeur doué depuis qu'il a commencé ce sport à l'âge de 3 ans. Mais son association avec la Coupe du Monde remonte à plus longtemps, puisqu'il a posé avec le trophée lorsqu'il était bébé lors de la tournée en Éthiopie. Et on lui souhaite bien des choses. Parlons pour terminer de neige. Êtes-vous prêt à nager même en cette période de froid glacial? Eh bien, des centaines de nageurs d'hiver de Prague ont bravé les eaux froides de la rivière Vltava de la ville lundi pour les courses de natation annuelles du lendemain de Noël. Environ 350 personnes venues de la République tchèque, d'Autriche, d'Allemagne, de Pologne, de Slovaquie, du Royaume-Uni et même des États-Unis ont participé à des courses de 100, 300 et 750 mètres dans la rivière où la température de l'eau était d'environ 5 degrés Celsius. L'eau fort courant a obligé les organisateurs à repenser le parcours des courses pour protéger les nageurs, a déclaré l'organisateur Thomas Prokop. Lenka Stevova, 28 ans, qui a remporté la course de 750 mètres, a déclaré avoir lutté contre le courant pendant la course. Un autre nageur a déclaré que l'eau était agréable malgré les températures froides et que malgré le courant fort, l'arrivée était géniale. La natation hivernale du lendemain de Noël est organisée en l'honneur d'Albert Nicodème, un orfèvre de Prague qui a popularisé la natation hivernale dans la Tchécoslovaquie des années 1920. Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition au nom de toute l'équipe. Merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Mozambique Kolanda, Saona Lingala, dans la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sango Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel.
politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de La Voix de l'Amérique.